Syntac. Bonjour Abia. Alors aujourd'hui, je reçois dans l'émission Les gens comme vous, je reçois Syntac qui est stand-upper, on dit stand-upper. On dit Allez, stand-upper, ouais. stand-upper humoriste et aussi organisateur d'événements. Donc il va un petit peu nous parler de son métier de stand-upper et également d'organisateur d'événements. Donc qu'est-ce qui t'a poussé à faire ce métier de stand-upper? Alors, ce qui m'a poussé, moi j'ai une activité principale, hein. Ouais, d'accord. Déjà, je suis responsable d'un programme de coaching pour les managers pour une grosse boîte française. Et à côté, effectivement, je me suis lancé dans le stand-up, donc ça fait un peu plus de 4 ans là. Et pourquoi? Alors, Qu'est-ce qui t'a poussé à te... au départ, c'était un cheminement personnel, parce que j'étais un enfant très très timide. L'adolescence n'a fait que renforcer ce côté réservé et timide. Donc j'avais découvert le théâtre quand j'étais en seconde. Après, j'ai eu un blanc pour des raisons professionnelles. J'ai senti qu'au niveau professionnel, ça commençait à venir, je me sentais plus à l'aise, mais voilà, c'était pas encore suffisant. Donc j'ai pris en plus donc j'ai repris des cours de théâtre, après j'ai fait de l'impro, j'ai fait du slam. Et au bout d'un moment, j'ai trouvé que il manquait, voilà, il manquait quelque chose et je cherchais une discipline qui permettait à la fois d'avoir les bases du théâtre, d'avoir cette plus-value de l'impro qui est d'être dans l'instant et d'avoir aussi cette partie écriture que propose le slam, mais d'une manière plus positive, on va dire, avec des bonnes vibes. Et le stand-up s'imposait comme une évidence, comme une synthèse de toutes ces disciplines-là. Et pour le coup, au démarrage, parce que si tu es passé par tout ce qui est théâtre, Mm. du slam, etc., qu'est-ce qui t'a fait dire, bon, bah, c'est bon, allez, c'est bon, je me lance, j'y vais, ma Mm. première. C'était quoi le moment décisif? Ouais. Le moment décisif, je me souviens que j'étais au travail. C'était un lundi, le week-end précédent, Et tu te j'étais. souviens du jour? Ouais, je me souviens du jour parce que pour moi c'était un peu comme une révélation. Je suis parti voir un comedy club et j'avais une collègue qui me dit là justement, je suis parti voir dans un comedy club, j'ai trouvé ça hyper courageux, j'ai adoré, j'ai passé un bon moment et là je me suis dit ah c'est un signe. Et je lui dis, ben, ça tombe bien, parce que moi aussi je me lance, alors que je n'y avais pas du tout pensé. Le fait de se dire je me lance fait que je me suis dit, là je ne peux plus reculer, même si j'avais aucun engagement. Et voilà, c'est à ce moment-là que c'est parti. D'accord. Alors moi, j'imagine bien le truc où tu peux plus reculer. Mm. Donc, tu es derrière les rideaux. Qu'est-ce qui se passe quand tu es sur scène, là, pour le coup, ta première scène? Est-ce que tu as un trou de mémoire ou est-ce qu'il se passe directement la communion avec le public? Alors, avant d'arriver à ce moment de scène, il y a quand même un peu Des péripéties. il y a quand même un peu de travail de préparation dessus. J'avais commencé à lire un bouquin en anglais parce qu'à l'époque, il y avait quasiment, enfin, quand j'ai commencé il y a 4-5 ans, il y avait quasiment pas de bouquin en français. Donc, j'ai lu un bouquin en anglais et ensuite, je me suis renseigné pour savoir s'il y avait des cours ou pas sur Paris. Ouais, un bouquin de quoi? Un bouquin sur le stand-up D'accord. voilà, pour avoir quelques règles, savoir comment fonctionne une vanne et avoir un cahier d'exercice en gros voilà, pour commencer à savoir quelles sont les thématiques que je pouvais travailler. D'accord, parce que Et nous, on imagine que c'est quelque chose qui est très bon, fluide, on imagine bien qu'il faut écrire, etc., son texte, mais on n'imagine pas qu'il y a il y a une vraie technicité derrière. c'est effectivement, c'est ça la force du stand-up, c'est de montrer que c'est naturel, qu'on parle à un public, mais derrière il y a une vraie préparation. Et je pense que c'est ça aussi qui fait l'intérêt, l'attrait, mais également le danger. C'est-à-dire qu'on croit que c'est simple, mais derrière, c'est pas le cas. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui se lancent, il y en a de plus en plus qui se lancent, et qui, au final, arrêtent au bout de 3 mois, 6 mois, parce qu'ils s'aperçoivent que la réalité est parfois en deçà enfin, en deçà ou au-dessus. Voilà, je pense que tu m'as Entre compris. les deux, C'est voilà. ça, ouais. Donc, il y avait ce travail-là, et ce qui était intéressant, d'avoir soit effectivement, on se plonge directement dedans, risque d'électrocution, c'est-à-dire qu'on est dégoûté à jamais de la scène. Moi, je suis parti un peu plus en douceur et on était accompagné par ce professeur de stand-up, c'est-à-dire qu'il y avait déjà on vient avec 3 minutes en test, donc lui il nous débriefe, les autres élèves débriefent également, et au bout, je crois que c'était en fait c'était assez rapide, parce que je crois que c'était même 1 mois, 4 semaines après les premiers cours, il y avait la possibilité de jouer devant un public.
donc sur proposition, si Donc on s'en les est 3 prêt. minutes. Ouais, c'est ça, les 3 minutes on travaille. Donc la première fois, et c'était ça qui était très bizarre, parce que j'étais, moi, pas forcément à l'aise avec la prise de parole, mais c'est passé. C'est passé. J'avais le trac, mais pas plus que ça. Mais c'est plus la deuxième fois où je me suis dit, waouh, c'est T'es comme rendu voilà, compte la je pense deuxième que fois. c'est comme le je pense le saut à l'élastique. La première fois que je l'ai fait sans me poser la question, mais là aujourd'hui je me dis que si j'ai à le refaire, j'hésiterais quand même un peu à le faire. Et donc, pour le coup, le premier passage, comment il s'est passé? Parce que 3 minutes, là, on Mm. voit comme ça, on se dit, bon, c'est un petit peu plus qu'un round de boxe, Mm, mais mm, mm. finalement, tu dis comment t'écris 3 minutes. Ouais. 3 minutes, ben, la chance, c'est que c'est un peu rodé au départ, parce que ça a été soumis au crash test à la fois du prof et des autres élèves. Et c'était un autre moyen là de pouvoir le tester. En fait, l'objectif, il faut avoir des objectifs qui sont alignés avec cette première scène. C'est-à-dire que moi, l'objectif, c'était déjà d'avoir un rire. Parce que le stand-up, c'est ça, il y a une exigence de rire. Certains spécialistes disent même voilà, que les plus grands ont un rire toutes les 15 secondes. Donc voilà, c'est vraiment une dynamique un peu particulière. Et moi, comme objectif, je me suis donné un rire et je l'ai eu. Et je pense que c'est comme ça, c'est d'aborder les scènes avec un objectif au départ. Des fois, c'est par un nombre de rires. Donc là, c'était sur les 3 minutes, un rire. Ouais, c'est ça, ouais. Ok. Donc voilà, je n'étais pas hyper ambitieux non plus par rapport à ça, mais ça m'a permis ensuite de me dire que c'est possible de provoquer au moins un rire sur ces 3 minutes. Et tu t'es souvenu de ton texte? C'était quel style d'humour? C'était très très basique, euh, mais vraiment très très basique sur les clichés sur les Asiatiques, mais des choses que je ne referai pas aujourd'hui. Ah ouais, Ouais, pourquoi? parce que c'était hyper cliché. Je crois que j'ai dû faire un truc sur les nems, sur les chiens. Mhm. Euh, voilà, ça faisait rire. Il y avait pas que ça, hein. Il y avait pas que ça, mais il y avait un ou deux passages dessus. Ça fait rire, mais aujourd'hui, je suis plus du tout En phase avec ouais, ça. en phase avec ce qui avait été fait. Donc ça, c'était le premier sketch, Mm. pour le coup. Et donc, tu as continué à progresser. Mm. Et est-ce qu'on est passé du 3 minutes? Quand est-ce qu'on est passé du 3 minutes à plus? 3 minutes, effectivement, on va dire, c'est la base minimum. Ça peut paraître court, mais quand on est sur scène, c'est très très long, à la fois pour la personne, l'artiste qui est sur scène, mais également pour le public. Parce que comme il y a ce rythme, c'est un peu comme le 100 mètres en athlétisme, hein, il y a un rythme à avoir. Et donc, voilà, si on n'arrive pas à accrocher tout de suite, au bout de, on va dire, 15-30 secondes, on peut perdre très très facilement. Même sur 3 minutes, on peut s'ennuyer. Oui, mais pour le coup, si tu attends le rire et Mm. qu'il vient pas, Mm. comment tu gères ça? Alors, tu te dis, aïe, c'est Tu mal dois barré. le ressentir fort. C'est mal barré. Mais certains le font en pilotage en pilotage automatique. Moi, c'est ce qui s'est passé à un moment. Après, avec l'expérience, je sors alors, deux possibilités en fonction des contextes. Soit j'y vais pareil en mode automatique, j'y vais, je continue. Ou soit je sors du texte et je vais aller accrocher le public en posant d'autres questions. Donc ça peut être une possibilité. Et quand je sens qu'il y a une connexion, je peux revenir. Parce que parfois, quand ça accroche pas, c'est ça, c'est que je viens, on voit que la connexion n'est pas faite. Et si la connexion n'est pas faite, clairement, quelle que soit la qualité de ce que tu peux dire derrière, ça n'accrochera pas. Et là-dessus, c'est quoi ta pire expérience? Tu es monté sur scène, personne n'a ri, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que déjà tu t'en souviens? C'est déjà arrivé, justement, plutôt. Alors, il y a deux moments où ça peut arriver. La première, c'est parce que état de fatigue, j'ai pas eu le temps de décompresser entre ce que je faisais avant, entre le travail ou d'autres événements, et j'arrive directement sur scène. Euh, et là, voilà, comme je fais pas le break entre les deux, je viens tout de suite, je balance les premiers textes, les premières vannes, sans vouloir
montrer que je suis là avec eux. Donc ça prend pas. Et je me dis, bah, c'est à mon... Enfin, ce qui se passe, c'est qu'après, je me réécoute, j'enregistre et je me réécoute et je me dis, là, effectivement, la connexion est pas faite. Donc, sur le coup, ça va pas forcément très très bien. Mais voilà, je me réécoute. Et c'est ça c'est très formateur par rapport à ça, c'est que ça te blinde aussi par rapport au bid. C'est la chose au départ que tu crains, mais tu apprends à vivre avec parce que c'est ça qui te fait progresser aussi. Et deuxième moment, c'est que quand tu travailles sur de nouveaux textes, sur de nouvelles idées, et là, le beat fait partie de cet apprentissage-là, parce que tu sais de toute façon que ça va se construire et que le fruit n'est pas mûr, mais que tu es obligé de cueillir, d'avoir le fruit pas mûr pour avoir un fruit Donc mûr ça veut dire après. que quand tu es dans le processus d'écriture, Mmh. là tu te dis, bon, celle-ci, de toute façon, je la teste peut-être autour de Ouais. moi, mais je vais aussi la tester sur scène, et au Mmh. final, qu'est-ce que je prends, qu'est-ce que je garde? Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. D'accord. Au départ, tu testes quand c'est tout nouveau, tu testes une idée pour voir si l'idée peut parler, si les références peuvent parler. Et ensuite, t'affines justement, t'écoutes, tu dis ça rigole, ça réagit ou pas. Et parfois, bah, tu changes un mot, tu changes une idée, tu changes une respiration. Et tu changes aussi ta posture ou pas? Parce que stand-up, Et c'est pas pareil. tu peux changer aussi ta posture et l'émotion qui peut y D'accord. avoir derrière. Donc voilà, parfois tu vas parce que les idées qui viennent, ça peut être suite à de la colère, de la frustration, parfois des choses positives, et tu peux changer justement l'angle par rapport à ça. Et alors, j'ai une autre question. Quel artiste t'ont influencé? Hum. J'en ai. Alors, ce qui me vient, le premier, c'était Haroun. Haroun, qui. Moi, j'étais surpris. Moi, je l'ai vu arriver comme un ovni. À l'époque, je pense qu'on est beaucoup à avoir grandi avec le Jamel Comedy Club, avec un humour, parce qu'on se reconnaissait hein, dans les personnes qui étaient là, mais avec un humour assez euh, identitaire, on va dire. Identitaire, je ne sais pas si le mot, mais euh, on parlait de soi, de notre quotidien, de personnes vivant en banlieue. Lui pouvait venir avec ces mêmes sujets, mais il apportait une position un peu méta. J'étais un peu au-dessus des autres et, et je voyais une vraie intelligence, j'entendais une vraie intelligence dans ce qu'il pouvait, parce que il, tu sentais que derrière c'était réfléchi, c'était travaillé. Donc il y avait lui et C'est le personnage. ouais, c'est les personnages. Et là aussi, je pense que je me reconnaissais, c'était que on voyait, quand on le voyait, on se disait ce gars-là, il est sérieux, comment il peut être marrant. Et parfois, c'est aussi l'image que je peux projeter, Mm. c'est il a l'air sérieux, il peut pas être marrant derrière. Voilà, donc il y avait ça. Alors qu'en fait, Comme c'est l'effet comique, pour le c'est coup. ouais, exactement, c'est réussir à jouer avec ça, Mhm. totalement. Après, j'ai plus récemment Roman Fressinet. Je trouve que pareil, c'est un surdoué de l'humour. Euh, et lui aussi, c'est un bosseur. Je le connais pas personnellement, mais je sais que il a toujours un carnet à côté pour pouvoir gribouiller. Il savait exactement ce qu'il voulait quand il était ado. Voilà, il a eu un parcours de vie de stand-upper qui l'amène là où il est aujourd'hui. Avec là, pareil, je pense que c'est aussi le fait qu'on sent l'intelligence derrière et de pousser au maximum ses idées, d'aller jusqu'au bout pour montrer parfois l'absurdité des choses. Voilà. Et toi, tes idées, tu les pioches où? Ton inspiration? Je les prends à la fois dans ce que j'ai vécu, euh, donc par rapport à mon identité, des remarques que j'ai pu avoir. Donc ça, c'est une chose. De mon statut aussi de père, de mari, et également de mes souhaits, de mes de mes appétences à la fois sur la partie développement personnel, écologie. Donc pour moi, il y a trois choses. Il y a le lien par rapport à moi, par rapport à mon identité, Mhm. le lien par rapport aux autres, notamment voilà, en tant que papa, on va dire, et le lien au monde, donc à travers ça, à travers l'écologie, le développement personnel et toute forme de, on va dire, de discrimination. Et ça t'arrive sur scène, une fois que tu as fait passer ton texte, de dire, bon là, je vais improviser parce que je sens que là,
cette vanne, elle prend bien, donc je vais pousser un petit peu, ça t'arrive? Là, ça m'arrive effectivement. Alors, on n'est pas sur l'improvisation de bout en bout. Et pourtant, tu pourrais le faire, tu as fait de l'impro. Ouais, mais pour moi, c'est vraiment deux choses différentes. Enfin, c'est pas que deux choses différentes, c'est que la signification de l'improvisation quand on fait dans une troupe d'impro est pas exactement la même que lorsqu'on est dans le stand-up. Effectivement, ça aide. Dans le stand-up en troupe d'impro, on a des contraintes derrière. Par exemple, tu as 3 minutes pour jouer tel personnage, par exemple, avec telle ou telle contrainte. Là, on est face à un public, on est avec son texte et on joue avec la personne ou le public qui est en face. Donc ça m'est déjà arrivé de le faire, mais on est plus, un peu, on va dire, quand j'ai mon texte, où je rebondis par rapport à ce qui se dit, mais également lorsque j'anime une session, où là, on est dans cette phase de présentation au public des différentes consignes et de prise de connaissance avec le public. Et là, effectivement, je pose des questions et je tente de rebondir sur ce qui se dit. Et tu racontais tout à l'heure qu'en fait, à tes débuts, tu avais démarré par quelque chose de très... Ouais, mais très cliché, mais très cliché de cliché, base, on voilà, va dire. chercher le mot, de Ouais, très cliché pour le coup, mais tu referais pas mm, aujourd'hui. mm, Donc ça veut dire qu'il y a une prise de conscience de quelque mm, chose. mm. Pourquoi? Pourquoi? Parce que moi aussi, j'ai évolué. Je me suis dit, si tu fais rire pour faire rire et véhiculer des clichés alors que aujourd'hui, tu as pris de la distance par rapport à ça, mais qu'est-ce que tu fais? Voilà, je suis en train de me tirer une balle dans le pied. Aujourd'hui, j'ai évolué sur ces questions-là, sur ces questions d'identité, et je considère que j'ai aussi un rôle à jouer euh, pour pouvoir pour pouvoir casser certains clichés. Quand on me voit, voilà, on peut se dire voilà, mais tous les clichés qui peuvent y avoir. Mais c'est à moi de montrer à travers ça que je suis, effectivement, que je peux assumer mon identité d'être sino-cambodgien, mais je suis aussi français, je suis aussi banlieusard, je suis aussi père de famille, etc. Je peux aimer aussi bien le hip-hop, le classique, la pop, etc. Mais de montrer que je ne suis pas simplement limité à une seule étiquette, mais que je peux représenter à 100% chacune des différentes facettes de ma personnalité. Euh, donc, par rapport à ta question, voilà, aujourd'hui, je le ferai pas parce que je Ça t'enferme, ça t'enferme quelque part. ça m'enferme et c'est vraiment aussi cette question de responsabilité. C'est que je ne peux pas reprocher aux autres d'enfermer les gens dans les clichés si moi je le fais pour moi. C'est ça. C'est ça. Et pour le coup, est-ce que tu aurais des tabous? Parce que l'humour en France, bon, il y a des... Apparemment, il y a des gros murs. Est-ce que toi, tu en as? Sur les tabous, alors, je ne sais pas si on peut Est-ce que appeler tu ça tabou. abordes tous les Ouais. sujets Alors, que tu souhaites? j'aborde les sujets dont j'ai un minimum de connaissances dessus. J'aborde des sujets sur le racisme parce que je suis sensibilisé, parce que voilà, ça m'est aussi arrivé d'avoir été l'objet du racisme, donc j'en parle. Mais après, il y a d'autres formes de discrimination, j'en parle pas, mais je suis touché dessus. Et justement, je n'en parle pas pour ça. Des fois, j'entends des blagues, parfois transphobes, homophobes, etc. Et moi, j'irai pas dessus. Parce que c'est compliqué. Parce que c'est compliqué, parce que j'ai pas suffisamment de. Je sais que si un jour je le fais, il faut beaucoup de travail pour pouvoir le faire. Je pense par rapport aux violences conjugales. J'avais testé une fois où je pensais prendre le bon angle, c'était au tout début. J'ai vu certaines femmes dans le public et je me dis, c'était pas du tout légitime, c'est très, très mauvais ce que tu fais, donc laisse tomber.
Ouais, donc tu le sens quand le public il Ouais, n'adhère pas à ce que tu dis. Donc là, tu te dis la prochaine fois, ouais, c'est ça. finito. Et j'ai même, je crois qu'au début, j'ai dû faire des blagues très très mauvaises par rapport à des potes noirs ou des potes rebeux. Mhm. Et je me sentais légitime parce que j'ai grandi dans ce Mhm. milieu-là, mais non. Enfin, voilà, j'en ai qui sont venus me voir après en discutant. Ils m'ont dit, on sent que le fond est bon, Ça mais passe non, pas. mais ça passe pas. Et je dis aucun souci. Effectivement, je suis au début de ma démarche et depuis, voilà, je préfère travailler sur de l'autodérision que travailler sur des choses qui peuvent blesser. Et dans ton parcours, là, t'en es où à ce stade de l'aventure? Ouais, alors dans mon parcours, j'aimerais bien aller plus loin. J'ai vécu de très très belles choses au niveau. Alors je parlais un peu au passé, mais c'est pas le cas. J'ai vécu vraiment de très très belles choses. On pourra en parler tout à l'heure. Là, voilà, j'ai un nouveau travail qui me prend beaucoup de temps. J'ai une famille que j'ai qui m'ont accordé beaucoup de liberté Mhm. dessus. Mais il y a un moment où il faut aussi que je sois présent en tant que mari et père. Mhm. Et voilà, je fais une pause, mais certainement pour mieux revenir après. Alors, la pause, elle se fait dans le côté stand-upper, mais Ouais. pour le coup, tu as une autre casquette aussi, parce que mine de rien, tu organises Mm. aussi des... Alors, c'est des tremplins ou c'est Alors, des événements ouais, c'est ce qu'on appelle un plateau d'humour, D'accord. un plateau de stand-up. Donc, effectivement, la première édition, c'était il y a 3 ans. C'était venu d'où? Ça aussi, ça fait partie des évolutions. Alors, pas forcément naturelles, parce que c'est pas parce qu'on commence le stand-up qu'on va créer un plateau. Ah oui, Mais c'est d'autres capacités, c'est ouais, d'autres c'est ça, compétences. c'est exactement ça. C'est vraiment d'autres compétences. J'avais ça dans un coin de ma tête, mais sans vouloir y aller, parce que je savais que ça allait me prendre du temps. Et une fois, j'ai mon frère qui s'appelle Jean, qui m'a proposé d'aller manger un midi dans un resto qui s'appelle le Street Bida, donc, dont le propriétaire était un de ses amis. Et là, j'ai flashé vraiment Sur le lieu. ouais, sur le lieu. C'est un concept assez particulier. On a de la street food et ça fait aussi galerie d'art avec du street art. Et, euh, et c'est mon frère qui nous a dit à tous les deux, il y a peut-être quelque chose, il y a certainement quelque chose à faire parce il y a un super lieu et il y a un concept à faire avec du stand-up, de la street food et du street art. Donc on s'est dit ok, on y va, on teste. Première édition, ça marche super bien. Non, mais attends, on Euh, teste, c'est-à-dire on on- teste. Comment tu fais pour Hmm. tester déjà? Alors, T'appelles qui? Comment tu fais? on teste le fait d'avoir fait plusieurs scènes, donc ça me donne un carnet d'adresses derrière d'humoristes. Donc j'appelle des humoristes avec qui j'ai l'habitude de jouer. Ils m'ont dit avec plaisir, on vient. Derrière, il y a de nouvelles compétences à voir, c'est-à-dire qu'il faut aller sur Canva, créer une affiche, aller sur créer un compte pour Instagram, aller sur Eventbrite pour gérer les invitations, etc. Voir comment on peut faire venir du monde. Voilà, donc c'est tout ça. Moi, j'avais aussi une nouvelle compétence à avoir, c'est comment on anime aussi ce genre De soirée? de soirée. Mhm. Donc voilà, je regarde comment on fait euh, et voilà, je me lance. Je pense que c'est ça qui était le plus le plus challengeant pour moi, parce que quand on vient avec un texte, ok, voilà, on, Il y a une on arrive à base. faire son truc, ouais. Mhm. Par contre, là, voilà, je fais ça un peu sans filet, c'est-à-dire Mhm. que je viens et les premières interactions où ce qu'on voit à la télé sur YouTube, hein, comment tu t'appelles, qu'est-ce que tu fais, et ensuite rebondir, etc. C'était un peu plus compliqué. Donc la première soirée, j'ai dû poser juste une question et après, je savais plus trop quoi faire. Et après, tu as demandé au premier passage, allez hop. Ouais, c'est ça, ouais, exactement. Et ça, c'est clair que c'était. euh, voilà, j'ai déjà fait. Mon objectif, c'était ça, c'est poser au moins une fois la question et après, je ne savais pas quoi répondre, je ne savais pas quoi faire. Heureusement,
Et mon rôle, c'était aussi de lancer les autres artistes, mais dans les bonnes conditions, c'est-à-dire de réussir à chauffer la salle, chose que je n'avais pas forcément très, très bien faite. Et c'est comme ça aussi qu'on apprend. Deuxième session, voilà, je pose 2-3 questions et ensuite je me libère un peu plus par rapport à ça. Ouais. D'accord. Et pour le coup, dans ce rôle-là, parce que tu as le rôle à la fois d'organiser, donc toute la partie qu'on ne voit pas, et également de chauffer la salle. Donc là, pour le coup, tu poursuis là-dedans, tu comptes poursuivre? Alors, ça va même. Il y a encore d'autres casquettes dessus, c'est-à-dire qu'effectivement, tu organises tout ça. Il y a toute la gestion des artistes derrière. Je suis sur Instagram. Donc, je vois les artistes qui me disent je suis à l'heure, je suis pas à l'heure, j'arrive en retard. J'en ai même deux qui m'ont. Sur la même soirée. Qui te plantent? Ouais, qui me Mais non, plantent. comment tu fais pour remplacer? Alors, déjà une personne qui me dit je suis fatigué, je peux pas venir. Un autre qui me dit j'ai un plateau avant, j'ai un plateau après. Je peux pas venir. Donc voilà, je me retrouve avec, je crois que c'était trois artistes. Donc moi j'allonge mon passage. Je demande aux autres artistes également d'allonger leur passage. Donc on arrive à peu près à s'en sortir. Mais donc voilà, pour anticiper, j'invite un peu plus de personnes. Je blinde un peu plus au niveau des conditions au départ en disant j'ai besoin que vous soyez là 15 minutes avant. Voilà, donc je blinde sur ça et on arrive à s'adapter. Et parfois, donc il y a effectivement cette partie organisation, d'accueillir, même si Jean et mes frères m'aident sur cette partie-là, mais quand ils sont pas là, il faut aussi gérer. C'est qui il c'est Alors tu m'as dit Jean, Ouais. et puis ton autre. Alors Jean, il organise l'événement avec toi. Alors, il s'occupe de toute la partie logistique, Communication. accueillir, c'est ça, ouais. Et ton autre frère? Alors, il y avait Cinti qui était là au départ pour faire DJ, et ensuite, il invite aussi la partie chanson. D'accord, donc c'est les trois frères. Ouais, c'est ça, exactement. Et on a un ami aussi qui s'occupe de faire du DJing, voilà, donc c'est lui qui s'occupe de toute cette partie son. Et qu'est-ce qui t'a conduit à organiser des spectacles? Pourquoi tu t'es mis là-dedans? Parce que c'est aussi organisé, pour le coup, c'est des imprévus, beaucoup d'imprévus, comme tu cites là, c'est beaucoup de problèmes à gérer. Ouais, c'est ça, il y a une vraie charge, donc cette partie organisation, communication, gestion à la dernière minute, animation, je joue aussi. Et derrière, voilà, il faut faire en sorte. Ouais, je joue. Okay. Là, sur les dernières éditions, je joue un peu moins parce que c'est vrai que ça fait un peu beaucoup. Mais voilà, je me dis que c'est mon truc, donc j'en profite. Donc pendant que tu présentes, c'est-à-dire que tu prévois aussi ton passage, tu dis bon, tu dis au public, tu leur dis bon, moi aussi je vais passer. Donc, alors je leur dis pas forcément, mais je passe, voilà, je passe au milieu, je fais mon truc et je repasse la main et à la fin je repasse pour remercier tout le monde, demander un chapeau. Ah d'accord, c'est au chapeau. Et c'est au chapeau, ouais. D'accord. Ça laisse la liberté au public de... C'est ça. Et c'est ça que j'aime bien aussi dans le stand-up. Et c'est pour ça aussi que je m'y suis reconnu. C'est que chacun peut venir avec ce qu'il a. Donc, il y a des personnes qui sont RSA, qui sont étudiants. Elles peuvent passer un bon moment, rigoler. D'autres qui ont un peu plus les moyens peuvent donner un peu plus. Et au final, tout le monde arrive à peu près à être satisfait de ça, à la fois le public et les humoristes. Et quels sont les spectacles qui t'ont inspiré? Est-ce que tu as déjà vu des spectacles d'humoristes où tu t'es dit bientôt, moi aussi j'aimerais bien faire un spectacle aussi long, aussi bien fait? Ouais, c'est bien ça l'objectif, c'est d'arriver un jour à avoir mon propre spectacle d'1 heure. C'est 1 heure un spectacle? Un spectacle c'est entre 45 minutes et 1 heure, c'est ça. Et effectivement ça passe par toutes ces phases-là. Ça passe par ces phases je commence par 3 minutes. Je teste, je passe à 5, je passe à 10, je passe à 15, à 20. Donc là, aujourd'hui, au maximum, j'ai dû faire ce qu'on appelle les 3 fois 20 minutes. Donc avec 2 autres artistes, on se partage la scène. Donc les 3 fois 20 minutes que tu as déjà rodé? Que j'avais déjà fait, ouais. Sur 20 minutes rodées. Et ensuite, voilà, l'idée, c'est de continuer à rajouter des choses, des passages pour arriver à cette heure. Et dans tes programmes, en tant que ta casquette d'organisateur, comment tu choisis les stand-uppers qui vont passer? Il y a 2 manières de choisir. Il y a les personnes qui me demandent, donc, et c'est là où je m'aperçois qu'il y a énormément de stand-uppers, à la fois en région parisienne, aussi en France, qui sont capables
enfin voilà, qui sont intéressés, deux qui me disent j'ai vraiment besoin de jouer, même si c'est pour 3 minutes sans chapeau, je peux venir. Et il y a des personnes aussi que je connais, que je côtoie et que je fais jouer. Et pour moi, c'est important d'avoir une mixité, une diversité au niveau des différents profils. Ça permet d'avoir une harmonie et une énergie différente. Mais du coup, tu fais comment dire, comment on appelle ça? Tu sais, tu fais des Du auditions? casting, non, j'en fais pas. Donc certains m'envoient une vidéo. D'accord. Mais je connais quand même 95% des personnes que j'invite. Parfois, je veux me laisser surprendre, donc je laisse Allez, des j'en invite personnes. un que je connais pas, on Ouais, c'est verra ça, bien. qui m'envoie ça, et je sens que la personne qui m'envoie un mail personnalisé en disant je suis allé sur ton site, j'ai vu des vidéos, j'aime bien l'esprit, tiens, je t'envoie une vidéo, si tu veux, je peux passer. Il y a des gens qui passent directement au Street Bida, qui me disent à la fin, je suis humoriste, est-ce que je peux passer? Mais du coup, c'est toi la caution, non? Parce que pour le coup, si la Ouais, personne, c'est elle ça, est, exactement. comment tu gères ça? Et c'est ce que je leur dis, c'est que là aujourd'hui j'ai un nombre limité, on est sur du niveau qui est quand même assez bon. Dedans j'ai des personnes qui ont déjà fait Montreux, qui sont passées à la télé, qui ont leur spectacle, qui ont fait Avignon. Donc parfois, donc on va dire que j'ai l'assurance souvent que la soirée se passe bien, et après voilà, je m'autorise aussi à me laisser surprendre. Et, et parfois sur 2 ou 3, là pour l'instant, j'ai pas eu trop de mauvaises surprises par rapport à ça. Pas trop, Ouais. ça veut dire qu'il y en a eu quand même un petit peu. Ouais, non, ça va encore enfin, au niveau du niveau, parce que justement il y a ces vidéos-là, il y a cette approche, on va dire, où on sentait que la personne avait du niveau pour pouvoir jouer. Alors, est-ce que vraiment, parce que j'insiste sur Mm. les anecdotes, parce que je trouve ça tellement drôle, Mm. est-ce qu'il y a une personne, quand tu étais dans ta casquette Mm. d'organisateur, qui est venue et qui a vraiment, qui s'est vraiment, on va dire, vautré, Mm. et comment tu as rattrapé le coup derrière toi, puisque c'est toi qui organise et que tu n'as pas envie que la personne elle soit mal non plus, Mm. ni Mm. le public, comment Ouais. tu gères ce moment-là? Je, je laisse, enfin, en fait, ça fait partie du plateau d'humour. Je l'ai mis en deuxième position. Donc, souvent, je mets une personne qui démarre fort. Je mets une personne qui finit fort. Et D'accord. voilà. Donc, en fait, la personne que je connaissais pas, je l'ai mis en deuxième. Et pour le public, en fait, ce qu'elle retient généralement, ce que le public retient, c'est une cohérence globale. C'est j'ai Oui. passé une bonne soirée ou pas. Après, dans un deuxième temps, Oui, voilà. voilà, C'est ça. telle personne j'ai préféré, Pas d'autres pas. décousu, Hmm. tu essayes de faire un truc, un lien entre Ouais, chaque. c'est ça, ouais. Et au D'accord. final, même quand la prestation est un peu moins bonne de quelqu'un, c'est dilué, on va dire, à l'intérieur de ce groupe de 6-7 personnes. Et toi, pour le coup, t'es très cérébral dans la recherche, c'est comme ça un petit peu que tu te qualifies aussi, parce que Mhm. pour le coup, dans Mm. tes débuts, t'étudiais Ouais. Mhm. la technicité. En ce moment, c'est quoi les tendances stand-up? Je trouve que c'est assez multipolarisé, c'est-à-dire que on a et multithématique. Quand je dis multipolarisé, on a des plateaux qui parfois sont sur, je sais pas, on a des plateaux par exemple LGBT, on a des plateaux uniquement sur l'écologie, on a des plateaux parfois uniquement des plateaux uniquement de femmes, parfois uniquement sur une communauté. Donc ça, je dirais que c'est une tendance. Après, c'est pas impossible aussi qu'il y ait des plateaux uniquement d'extrême droite. Et moi, Il y en a déjà eu, toi? T'en connais? certainement, Ah bon? certainement. J'ai jamais été invité, Ok. mais je pense que ça existe. D'accord. Je pense que ça existe. Et j'ai bien peur que ce soit aussi une tendance, ça fait partie des tendances possibles. Mm. Et moi, je suis plutôt dans cette démarche où je veux qu'il y ait un maximum de personnes qui représentent à l'intérieur de ce plateau, et voilà, montrer que la sauce peut fonctionner en mettant des gens qui viennent de partout, avec des diversités, d'amicité, voilà, quel que soit leur ensemble. J'ai encore invité personne d'extrême droite, mais je sais que ça peut exister. Ouais. Mais là, il y a pas mal de personnes, parce que tu dis, on n'imagine même pas le nombre de personnes qui veulent se lancer dans le stand-up.
Pourquoi? Parce que c'est une facilité, parce que ça n'a Hmm. pas l'air aussi simple que ça, mais pourquoi tout le monde veut se mettre dans la Mm. brèche? Parce que je pense qu'il y a effectivement cette apparence de simplicité. Il y avait un humoriste qui disait, moi je sais pas faire de musique, je sais pas, je suis nul en sport. Par contre, voilà, j'ai uniquement besoin d'un micro, comme celui qui va courir, il a juste besoin d'une paire de baskets au départ. Mais voilà, et c'est ça qui est bien avec le stand-up, c'est qu'on peut être uniquement le coureur du dimanche et on peut aussi rêver de Ligue de Champions derrière. Donc il y a cette impression de facilité, qu'on n'a pas besoin de grand-chose pour pouvoir démarrer. Et deux, je pense que peut-être le Covid aussi a, Aider à a aussi s'exprimer. joué. Ouais. J'en connais quelques-uns qui ont des très bons postes, qui ont des gros diplômes et qui se disent, ben, voilà, moi j'ai besoin de trouver un sens. Et le stand-up offre aussi ce sens-là. C'est j'ai besoin de raconter mon histoire, j'ai besoin de vivre autre chose que le travail de bureau. J'ai pas de chef, voilà, je peux. Et c'est ce que tu es allé chercher aussi. Aussi. Voilà, à côté du boulot, c'est bien aussi d'avoir un espace de liberté parce que c'est un vrai espace Mhm. où je peux parler, dire des choses sans, voilà, juste avec la caution du public qui est déjà bien, mais j'ai un espace pour pouvoir m'exprimer. Ouais. Mais à contrario, toi, pour le coup, c'est pas, c'est comme si c'était un petit peu une destinée parce que finalement, tu as démarré, tu as fait du théâtre, de Mm. l'impro, tu étais déjà dans cette idée-là de comment je fais pour m'exprimer, puisqu'à la base, t'es introverti. Ouais, Oui. complètement. Donc, comment je fais pour un petit Et peu. timide, ouais. Mm. Introverti et timide, Mm, mm. les deux. Les deux, ouais. En même temps. Oh. Ok, donc, et au niveau du stand-up aujourd'hui, qu'est-ce que tu penses de la progression, de l'évolution du stand-up? Parce qu'on n'est pas Mm, sur les, mm. on n'est pas sur le même stand-up il y a 10 années, il y a 10 ans en arrière qu'aujourd'hui. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense En qu'on. termes d'humour, est-ce qu'on est bon au niveau de l'écriture ou est-ce qu'on ça floppe un peu? Mm. Le fait qu'il y ait de plus en plus de personnes va permettre au stand-up d'être tiré vers le haut. Aujourd'hui, les référents hein, qu'on a, c'est aux États-Unis, enfin en Amérique du Nord, on va dire, États-Unis, Canada. Comme c'était quelques noms que tu as en référence. En référence, il y a Louis C.K., Dave Chappelle. On va dire que c'est les plus gros aujourd'hui. Voilà, Kevin Hart, Chris Rock. Et voilà, je pense qu'on a encore de la marge, mais on sent justement avec ce nombre-là qu'il y a cette possibilité de s'approprier le stand-up en France. Et on le voit aussi hein, par rapport à ce qu'on voit, voilà, c'est des émissions de télé, c'est sur les plateformes également, avec Comedy Class récemment, où voilà, c'est quelque chose qui se démocratise, qui vont donner envie aussi C'est aux aussi des personnes. personnes comme toi qui Mm. organisent des événements et qui laissent aussi la place à des personnes qui se disent, bon, est-ce que je peux venir dans ton Mm, événement? Je suis mm. pas connue. Aussi, ouais. Tu laisses la chance à des personnes qui peuvent pas en fait, parce que pour essayer d'attraper Mm. soit un média ou c'est compliqué. Ouais, alors sur mon plateau, comme j'ai pas non plus, je suis sur un rythme, enfin au départ j'ai commencé par un rythme bimensuel. Mhm. Là, je suis plutôt sur un rythme tous les mois, tous les 2 mois, donc j'ai pas non plus des masses de place. Et c'est le fait d'avoir le choix me permet d'avoir un niveau enfin, de pouvoir choisir. Après, il y a effectivement sur Paris, et c'est la chance qu'on a d'avoir ce qu'on appelle des open mic, où lorsqu'on débute, on peut aller dans des endroits comme ça où on s'inscrit derrière et on a 3 minutes, voilà, comme quand j'ai Les commencé. Ouais. fameuses 3 minutes. Ouais, c'est ça, ouais. Tout le monde démarre par 3 minutes. Il vaut mieux démarrer par 3 minutes. Parce que c'est vrai que certains sont certainement plus ambitieux en disant moi je peux démarrer par 5-10, mais ils s'aperçoivent très vite qu'il vaut mieux avoir 3 bonnes minutes que d'avoir 5 où on floppe totalement. Et alors, pourquoi tous les stand-uppers, enfin, je dis tous, hein, Ouais. j'en ai tous allez, tous dans le même paquet, pourquoi vous terminez par c'est tout pour moi? Cette phrase, elle est obligatoire ou Non, comment mais, ça se mais passe? justement, C'est un contrat? je pense que ça montre la personne qui était plus avant, dans le stand-up d'avant, parce que je pense que c'était dans le Jamel Comedy Club. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc aujourd'hui, On dit plus ça? ouais. En tout cas, moi je le dis pas. Je D'accord. le dis pas et je l'entends assez peu en fait. Et comment tu termines sur une blague?
Pardon, Tu et poses comment? ton micro et tu t'en vas. Je Ouais, c'est ça, tu poses et tu dis, faites un maximum de bruit pour le prochain. D'accord, au Mm, fait, tu mm, mm, t'introduis là où l'autre mm, personne. Qu'est-ce que tu dirais à une personne qui veut comme toi, à un moment donné dans ta vie, qui mm, veut se lancer, mm. qui n'a pas les billes pour, quel conseil tu lui donnerais? La première, c'est que aujourd'hui, on a toutes les possibilités de pouvoir le faire. Alors, au choix, je dirais, en fonction de la personne. Tu as commencé à lire un bouquin, parce qu'il y a des choses par rapport à l'époque où j'ai commencé qui existent. Donc il y a un très très bon bouquin qui s'appelle Le guide ultime du stand-up, donc écrit par un excellent humoriste qui s'appelle Briac. Vraiment très très bien, et j'ai pu être en relecture de ce livre-là. Il y a des cours de stand-up qui existent, donc faire attention naturellement à la qualité du cours, mais ça existe, et d'aller voir les différents open mic aussi, de commencer. Euh, je pense que faire ses premières armes sur ces scènes-là permet de voir si on peut, enfin, voilà, si on peut aimer ou pas. Et même avant, parce que je pense que c'est peut-être un sentiment qui revient souvent, tu as toujours peur avant de te lancer? Ouais, ouais, c'est toujours le D'accord. cas. Ça dépend. Quand j'enchaîne les scènes, ça va, ça devient automatique, surtout sur du matériel que je connais. Mais le track revient quand j'ai pas joué pendant un certain temps, et également quand je teste du nouveau matériel. Là effectivement. Ah, du nouveau matériel? Ouais, Un ouais. nouveau micro et tout. Non, pardon, quand je dis nouveau matériel, c'est du nouveau texte. Ah, Ouais, d'accord. Mets-moi au courant ouais, depuis. c'est vrai. Et c'est ça qui est très fort aussi, je trouve, avec le stand-up, c'est cette remise en cause. On voit aussi beaucoup d'humoristes expérimentés qui, lorsqu'ils ont des textes à travailler, ben, ils retournent dans des comedy clubs pour pouvoir tester justement 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes sur ce type de matériel. Ok. Bon, Syntac, Hmm, je te remercie en tout je cas t'en d'être prie. venu un petit Hmm. peu nous parler de ton métier. Alors, double casquette, hein, stand-upper et en même temps tu organises des événements. Alors, dernière question, l'émission elle s'appelle Les gens comme vous. Quel conseil ou quelle force tu peux transmettre aux gens comme nous? Hmm. J'aime beaucoup ce titre, Les gens comme vous, parce que je me reconnais beaucoup Mhm. dans ce titre-là. Pour moi, il y a deux choses. La première, c'est de croire en soi. C'est un long travail, hein, pour pouvoir croire en soi, mais de se dire que j'ai des choses à dire, j'ai des choses à raconter, j'ai mon histoire, et on a tous cette histoire, on a tous cette unicité. Et voilà, c'est à nous d'aller la chercher. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est de faire, de se lancer. Voilà, quel que soit, je sais que voilà, tu as eu ton idée, ton podcast aujourd'hui, c'est parti d'une idée, tu t'es lancé. Et, voilà, je trouve ça formidable. Pareil, j'ai une idée au départ, je me dis je fais ou je fais pas. J'y suis allé, et depuis, ça m'a ouvert tellement de portes. C'est un truc de fou. Voilà, je fais un podcast aujourd'hui, j'en ai fait d'autres. Derrière, j'ai joué dans des super salles devant jusqu'à 2000 personnes. J'ai pu gagner un concours organisé par mon ancienne entreprise, qui a organisé un concours du type un incroyable talent. Et j'ai gagné ce concours sur ma catégorie, et j'ai eu la chance de jouer devant tous les collègues et comités de direction. Voilà, et je rencontre aussi des gens formidables. Donc voilà, le fait simplement de faire un pas fait que derrière, ça enclenche tellement d'opportunités. Et tout ça, ça se rejoint, c'est-à-dire que ça m'aide aussi à mieux me connaître, à travailler sur d'autres choses, et à continuer à croire en moi. Et voilà, c'est pour ça que je pense que ces deux sont intéressants. Ouais, Ça fait partie de la confiance en soi. ouais, c'est ça. Donc je te remercie Syntac. J'en prie. C'était Syntac dans Les gens comme vous. Je vous remercie. À bientôt.